Évidemment, on est dans une semaine importante avec une décision du Conseil constitutionnel qui est attendue. Alors je dois dire que ce qu'on a vu le jour où on est arrivé au Conseil constitutionnel montre aussi peut-être quand même l'importance que le dit Conseil prête à ce recours, puisque nous avions les 9 sages en face de nous, ce qui est assez rare. Hein. D'habitude, quand vous avez un recours, vous avez le rapporteur, vous avez éventuellement quelques-uns des membres du Conseil, mais c'est rare qu'il y ait... d'après les gens qui ont encore plus d'expérience que moi en la matière, les 9 présents, dont évidemment le président Fabius, dont Alain Juppé, et dont je ne vais pas énumérer toutes les personnes, mais elles étaient toutes là. Ce qui montre effectivement que c'est une décision qui est attendue. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'elle va faire jurisprudence. Jamais le Conseil constitutionnel n'a eu à trancher sur le recours au PLFR SS utilisé pour une réforme de ce type. La seconde raison, peut-être, c'est qu'évidemment, on est dans un contexte social, politique, qui donne toute cette importance à ce Conseil, et surtout parce que notre sentiment, et ce n'est pas uniquement parce que nous sommes évidemment partie prenante, c'est qu'il n'y a jamais eu finalement autant d'arguments pour qu'une loi soit retoquée au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà. C'est la réflexion que d'ailleurs on s'est fait tous en sortant, une fois qu'on avait... On s'est réparti les rôles et on va se les répartir encore ce matin, où on avait donné les différents éléments. C'est que, pour aller vite, je m'étais dit que si j'étais en face, je ne vois pas comment je n'aurais pas été convaincu par ce que nous avons dit. Et donc, à partir de là, bien évidemment, ce que nous attendons vendredi, c'est le fait que la loi soit censurée dans son ensemble. Voilà. Il me semble qu'on a suffisamment d'arguments pour ça. Et que, pour aller vite, si le sentiment, c'est que si le Conseil constitutionnel, si les 9 sages décident en fonction de la Constitution, en fonction des textes, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Alors vous me direz, il y a peut-être d'autres éléments. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas 9 sages qui seraient dans un bocal qu'on ressortirait, j'allais dire, sur des périodes qui sont celles où il doit donner un avis. Et puis qui ne serait pas sensible à ce qui se passe dans le pays. Mais en tout cas, dans les textes, on ne voit pas comment il pourrait être autrement. Alors, pour ma part, moi, j'avais défendu la question du détournement de procédure, qui est le premier élément, j'allais dire, qui explique pourquoi ce texte devrait être retoqué, et qui est un élément qui, à lui seul, je pense, devrait déjà suffire. Pourquoi ? Puisque... En gros, au moment où le gouvernement a décidé en 1996 de l'adoption d'une loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, le dit gouvernement à l'époque, par la voix de Jacques Barrot, qui était le ministre du Travail et des Affaires sociales, avait défini assez précisément ce qui devait être la visée des lois de financement rectificatives. Je vous le cite, « Les lois rectificatives doivent donc demeurer l'exception. Elles pourront par exemple résulter d'un changement de gouvernement. » On voit que là, il n'y a pas eu changement de gouvernement, on n'est pas dans ce cadre-là. De modifications importantes et brutales du contexte de santé publique. On voit là qu'on n'était pas dans une modification importante de santé publique, ce qui était le cas du Covid, par exemple, pour des projets de loi de finances rectificatives. Et, dit-il, exceptionnellement, elles tireront la conséquence d'une évolution économique ou d'une dérive des finances sociales d'une telle ampleur que les objectifs votés seraient devenus caducs. Bon, et bien là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Si on se réfère à l'avis, par exemple, l'avis du Haut Conseil aux finances publiques, lorsqu'il a donné son avis sur cette réforme, que dit-il ? Il explique que le gouvernement n'a pas modifié son scénario macroéconomique ni sa prévision de déficit public pour 2023 depuis le projet de loi de finances pour 2023 adopté en Conseil des ministres. Et il conclut que la réforme des retraites aura un impact très faible sur les finances publiques en 2023. Donc déjà, au niveau de ce qui avait été voté en termes d'équilibre dépenses-recettes 2 mois auparavant, on voit donc que la réforme ne modifie en rien, ou quasiment en rien, en tout cas pas de manière suffisamment importante pour le justifier, l'équilibre de ces recettes et dépenses. De la même manière, au niveau des dépenses dues à la réforme des retraites, on sait que pour 2023, il n'y a pas de déficit, donc ce n'est pas sur 2023 qu'il y aurait un risque, j'allais dire, de déséquilibre important. Et on sait aussi par le corps que dans les années à venir, ce n'est pas les dépenses qui sont mises en question, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des dépenses des retraites qui exploseraient en pourcentage du PIB et qui expliqueraient un déséquilibre, mais que c'est une question de ressources. C'est donc une question typiquement de mesures d'ordre social. Or, justement, sur les mesures d'ordre social,
le même ministre Barrot avait expliqué, le gouvernement ne veut pas non plus que les lois de financement de la sécurité sociale se transforment en lois portant diverses mesures d'ordre social. Et là, on est typiquement dans le cadre de cette loi qui est avant tout une loi portant des mesures d'ordre social et non pas, j'allais dire, des mesures qui nécessiteraient de manière vitale pour la nation des mesures budgétaires. Bon, à partir de là, force est de constater que le PLFRSS a été utilisé de manière totalement détournée et en fait, en réalité, il a été utilisé non pas pour l'objet qu'il prétendait résoudre, mais simplement pour ce que permettait le PLFRSS, c'est-à-dire le 47.1, c'est-à-dire le fait de raccourcir considérablement les débats et voire même de passer sans vote à l'aide d'ordonnances, et puis même éventuellement pas de vote du tout, puisqu'on peut, à côté du 47.1, et c'est un des principes justement d'un projet de loi de finances rectificative, utiliser le 49.3. Autrement dit, là, on peut dire qu'on a inversé totalement la logique des choses. Normalement, le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, c'est fait de telle façon que ça nécessite d'agir de manière urgente, j'allais dire presque vitale pour la nation, pour les comptes de la nation, que ce soit les comptes du budget de l'État ou les budgets de la sécurité sociale. Et c'est pour ça qu'on raccourcit éventuellement les débats, parce qu'il y a urgence. Bon, en aucune manière, on ne peut utiliser cet outil législatif parce que, raccourcissant les débats, ça permet de faire passer une loi qui, en réalité, impute, et encore, vous l'avez vu de manière finalement assez réduite, sur les comptes de la sécurité sociale dans les années à venir. Bon. Donc pour toutes ces raisons, cet outil j'allais dire, ce recours à l'outil du PLFRSS est quelque chose qui nous paraît totalement contraire à la Constitution, et c'est une des raisons, la raison que j'ai présentée pour ma part, pour laquelle nous avons demandé donc la censure globale.